Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va attaquer le deuxième épisode de méthode. La dernière fois, on avait parlé de workflow et comment est-ce qu'on pouvait correctement nommer ces fichiers pour s'y retrouver dans vos dossiers, mais aussi pour que vos clients puissent s'y retrouver. Cette fois-ci, on va rentrer un petit peu plus dans le dur, si je puis dire, parce qu'on va parler de logiciels. Après votre prise de vue, vous allez avoir besoin de dématricer vos fichiers RAW, de les traiter, éventuellement de les retoucher, puis de les exporter. Pour faire toutes ces actions-là, vous allez avoir besoin de logiciels qui vous permettent de lire correctement et d'interpréter des RAW. Moi ici, je vais me concentrer sur deux logiciels, Lightroom et Capture One. Pourquoi ces deux ? Tout simplement parce que ce sont les deux que j'ai utilisés et que j'utilise toujours pour Capture One, que je les connais suffisamment pour pouvoir vous en parler et que ce sont des logiciels qui sont relativement génériques, qu'on peut trouver assez peu cher à peu près partout. Tout d'abord, on va évoquer rapidement le modèle économique. C'est un argument qui va vous servir dans votre choix parce que bien évidemment, je vous encourage à acheter les logiciels pour des questions de légalité, mais aussi de suivi des mises à jour, de performance et de stabilité. En prérequis, je vais considérer que pour des retouches plus lourdes que juste de la teinte, de la luminosité, de la saturation, etc., vous allez utiliser Photoshop. Pourquoi ? Parce que dans tous les logiciels que je vais vous parler aujourd'hui, Photoshop reste quand même supérieur, notamment avec son système de calque, son système de tampon de duplication et encore bien d'autres outils. De manière générale, Photoshop va s'utiliser en complément de tous les logiciels qu'on va utiliser pour traiter au préalable nos photos. Je vais commencer par Lightroom. Lightroom, c'est un logiciel qui est distribué par Adobe et qui se trouve aujourd'hui uniquement en abonnement. Auparavant, il était disponible en licence qu'on appelle standalone, c'est-à-dire qu'on achetait une fois le logiciel et on l'avait potentiellement à vie. Aujourd'hui, il est disponible uniquement dans le pack photographie de Adobe. Ce pack-là, il vous propose Lightroom et Photoshop avec toutes les mises à jour au fur et à mesure pour 11,99 € par mois. Il y a quelques années, Lightroom pouvait être offert en standalone avec certains boîtiers quand vous les achetez. C'est peut-être une promotion qui est encore d'actualité aujourd'hui, donc n'hésitez pas à chercher si vous voulez vous procurer Lightroom par ce moyen-là. Capture One, quant à lui, est une version standalone. Vous devez l'acheter une fois pour le prix de 299 € tarif actuel. Et là, ça va vous donner accès à la version professionnelle, tout boîtier. Si vous êtes utilisateur de Sony ou de Fuji, vous avez des versions qui sont limitées, qui sont disponibles et que vous pouvez trouver moins cher, aux alentours de 219 € au tarif d'aujourd'hui, encore une fois. À chaque version de Capture One, vous allez donc devoir acheter ce qu'on appelle un pack de mise à jour. Aujourd'hui, on a la version 12 et on peut faire des mises à jour à partir de la version 7. Ces packs sont disponibles entre 130 et 170 € pour les anciens. Pour la facilité d'esprit, et même si ce n'est pas du tout la même chose, je vais rapporter un achat de Capture One sur 12 mois. Je sais ce que vous allez me dire, amortir un logiciel, ce n'est pas la même chose que de passer un abonnement de logiciel en charge, mais c'est quand même intéressant de faire ce parallèle pour pouvoir estimer plus confortablement les coûts de chaque logiciel. Si on prend donc Capture One pour 299 €, rapporté sur 12 mois, ça va nous faire 25 € TTC par mois. Si on compte qu'il y a un pack de mise à jour tous les ans, ce qui n'est carrément pas le cas, évidemment, ça nous donnera donc un pack de mise à jour à 11,50 € supplémentaires tous les ans. Comme je le disais plus haut, il va falloir également passer ensuite sur Photoshop. Donc vous allez devoir louer en supplément une licence Photoshop. La licence Photoshop seule, elle se trouve sur le site d'Adobe pour 25-26 € TTC par mois. Si vous vous souvenez de ce que j'ai dit au tout début, le pack photographie qui comprend Lightroom et Photoshop est pour 11,99 €. Donc si vous avez besoin que de Photoshop, je vous encourage quand même à prendre le pack photographie puisqu'il sera sensiblement moins cher, même si vous ne servez pas de Lightroom. Vous voyez donc que lorsqu'on dissocie un petit peu tous les postes de dépenses des deux logiciels, le combo Lightroom plus Photoshop va coûter globalement moins cher que le combo Capture One plus Photoshop. Pourquoi s'embêter et aller vers Capture One alors ? Il y a quelques arguments qui sont en faveur de Capture One, il y en a d'autres qui sont en faveur de Lightroom et c'est ce que je vais essayer d'exposer au travers de points qui me semblent et qui semblent à Simon également intéressants de détailler pour vous aider à faire votre choix. Si vous êtes possesseur de moyen format Phase One, sachez que la société qui distribue et qui édite Capture One, c'est Phase One. Donc, pour tout achat neuf aujourd'hui d'un DAW Phase One, une licence de la version en cours de Capture One est offerte. Depuis peu, et ça a ravi les utilisateurs des nouveaux moyens format Fuji, Capture One supporte les moyens format Fujifilm.
Donc si vous êtes utilisateur moyen format Fujifilm, donc le GFX 50S, le GFX 50R il me semble, et à venir le 100S, vous allez pouvoir utiliser Capture One pour la capture connectée et le dématrissage de vos RAW Fuji. Et encore une fois, il y aura une version spécifique Fuji qui vous permettra de faire ça, en principe un petit peu moins cher que la version tout boîtier. C'est également une offre qu'on peut retrouver chez Hasselblad. Si vous êtes utilisateur Hasselblad, vous allez devoir forcément, pour dématrisser vos RAW, passer par le logiciel Focus. Je ne vais pas parler de Focus aujourd'hui parce que quand j'avais un Hasselblad entre les mains, je n'avais pas utilisé Focus et je n'ai pas de Hasselblad aujourd'hui entre les mains pour pouvoir faire des tests de comparaison sur Focus. Maintenant qu'on a posé ces petites bases financières, si je puis dire, on va commencer à rentrer dans le dur. On va voir maintenant les différents points qui dissocient réellement Capture One de Lightroom. On va commencer par le classement parce que c'est, selon moi, le plus gros point. Lightroom, c'est un logiciel dont toute l'architecture est basée sur le système de catalogue. Un catalogue, qu'est-ce que c'est? Ça va être un petit fichier qui va faire la liaison entre les fichiers bruts que vous allez avoir stockés à un endroit et l'interface de Lightroom. Ce catalogue, il va comporter toutes les modifications que vous avez faites sur tous les fichiers. Ce qui veut dire que vos fichiers, là où ils sont stockés, restent bruts sans modification. Le catalogue contient toutes les informations pour pouvoir interpréter ces fichiers quand c'est ouvert dans Lightroom. Ce système de catalogue peut être pratique au début lorsqu'on a relativement peu d'images et qu'on veut pouvoir accéder à tous ces dossiers sous une seule interface. Effectivement, avec un système en catalogue, vous allez très facilement transiter d'un dossier à un autre et vous pouvez faire des allers-retours entre vos différentes prises de vue. La complexité du fonctionnement par catalogue, c'est que lorsque vous allez avoir beaucoup de photos, des milliers et des milliers, voire des centaines de milliers de photos, ça va être très compliqué à des fins d'archivage, de sauvegarde ou de tri tout simplement, de dissocier des visuels de ce catalogue pour les stocker autre part. En effet, si on enlève de l'endroit où on a stocké ces fichiers certains fichiers, on les verra toujours indexés dans le catalogue, mais ils seront notés comme avec un lien rompu. Ce que ça veut dire, c'est que Lightroom ne sait plus où il en est. Il a encore des modifications, avec un peu de chance, il a encore des aperçus, parce qu'il les avait stockés autre part, mais il ne trouve plus les fichiers d'origine. Ce qui fait que pour pouvoir reprendre ces modifications et revisualiser ces modifications qu'on a fait sur les fichiers, il faut réimporter les fichiers au même endroit, ou alors modifier le catalogue pour lui dire d'aller trouver les fichiers autre part. C'est un fonctionnement qui est lourd, c'est un fonctionnement qui est un petit peu instable, je trouve, qui n'est pas forcément logique pour ma façon de penser. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai abandonné Lightroom au final. Mais tout ça pour dire que ce fichier catalogue, c'est votre épine dorsale de tout votre traitement de photos. Ce qui fait que s'il est corrompu, s'il est perdu, s'il est malencontreusement supprimé, vous avez perdu sur l'intégralité des fichiers du catalogue toutes les modifications. Pour moi, c'est un système qui n'est pas très sécurisant, même si des sauvegardes de catalogue se font régulièrement sur Lightroom, des optimisations, etc. Ce n'est pas un système avec lequel je me sentais réellement à l'aise. Et c'est la principale différence entre Lightroom et Capture One. Maintenant, Capture One. Capture One peut fonctionner sous un système de catalogue relativement similaire à celui de Lightroom. Mais Capture One offre la session. Et selon moi, la session est bien plus pratique ou en tout cas bien plus adaptée à mon workflow que le catalogue. Donc, même si Capture One propose du catalogue, je ne m'en suis pas servi et j'en parlerai pas ici. La session, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, c'est une sorte de mini-catalogue. C'est-à-dire que c'est un fichier de session qui va contenir toutes les informations de retouche et de localisation des fichiers, qui va permettre de faire le lien entre l'interface Capture One et les fichiers bruts pour pouvoir stocker toutes ces informations-là. La différence, c'est qu'il y a un fichier de session par session de prise de vue. Quand vous créez votre session de Capture One, vous allez avoir automatiquement 4 dossiers de créer. Le premier, ça va être Capture. Dans Capture, vous allez avoir tous vos fichiers bruts importés dans la session. Ensuite, vous allez avoir 3 dossiers différents d'editing, si on peut dire. Vous allez d'abord avoir Select, qui va vous permettre de mettre de côté tous vos visuels sélectionnés.
Vous allez avoir un dossier corbeille qui va vous permettre de mettre tous les fichiers supprimés, évidemment, et le dossier output qui vous permettra de stocker tous les fichiers traités dans Capture One. Comme sur Lightroom, pour obtenir une image finale, il faut la traiter. On parle d'exportation dans Lightroom et de traitement dans Capture One. Donc ce dossier output va contenir les images qui seront passées par le process d'exportation ou de traitement de Capture One. Les deux fonctionnements semblent au final assez proches, puisqu'on a des deux côtés des fichiers bruts qui ne sont pas modifiés, qui restent bruts. On a des petits bouts de fichiers qui permettent de lier et de contenir les modifications entre les fichiers bruts et l'interface du logiciel. Mais sur le fond, et j'ai déjà commencé à l'expliquer lorsque je vous parlais de Lightroom, le fonctionnement est réellement totalement différent. Je le disais déjà, il est très compliqué d'extraire des petits bouts de catalogue de Lightroom pour les stocker autre part. C'est quelque chose qui est très facile à faire avec Capture One puisque chaque session est indépendante. Ce qui fait que si on crée une session par prise de vue, on peut littéralement isoler chaque session, l'archiver où on veut, la stocker où on veut, éventuellement la mettre sur un disque de travail plus rapide pour la travailler au cas par cas, etc. C'est bien pour cette raison-là de faciliter de déplacement des sessions, donc des photos et des fichiers traités, ces facilités de stockage, d'archivage et également de sauvegarde que j'ai choisi personnellement et que Simon aussi a fait il n'y a pas très longtemps, la bascule vers Capture One. De la même façon, en cas de corruption ou de perte du fichier session, vous avez beaucoup moins de photos qui vont être impactées. Ça reste quand même embêtant, mais c'est un mal pour un bien. Maintenant, on va aborder le traitement. Globalement, au niveau des possibilités de traitement, que ce soit Lightroom ou Capture One, vous allez retrouver sensiblement les mêmes outils. Les recadrages avec correction de perspective, les corrections TSL, la luminosité, le contraste, les courbes, les niveaux, etc., etc. Vous allez aussi avoir tous les outils de correction sélective avec le pinceau pour Lightroom et Capture One. Vous allez avoir, et ça c'est une nouveauté de la dernière version, un système de calque dans Capture One qui est très pratique et qui peut se rapprocher un petit peu au système de Photoshop. Pour ma part, sans réellement lui faire de l'ombre, parce que Photoshop est encore une fois beaucoup plus développé à ce niveau-là. Mais globalement, vous allez avoir le même genre d'outils. Là où ça va commencer à différer un petit peu, c'est au niveau de la gestion de la couleur. Selon moi, et je pense que Simon ne me contredira pas, la gestion de la couleur dans Capture One me semble un petit peu plus fine. Pour tout vous avouer, je n'ai pas fait de test suffisamment poussé, suffisamment précis pour vous en parler plus en détail que ça. Je vous donne simplement mon ressenti personnel. Cette différence, elle est de plus en plus notable, je trouve, sur les teintes chair et sur les dégradés très doux des teintes chair. De même, en règle générale, je suis beaucoup plus à l'aise avec les roues chromatiques pour les corrections de couleurs qu'on trouve sur Capture One, plutôt qu'avec les curseurs qu'il faut slider un peu dans tous les sens et qui sont, selon moi, un peu plus compliqués à appréhender, comme on peut les trouver sur Lightroom. Ça va peut-être vous surprendre un petit peu, mais on va maintenant parler de la capture connectée. J'ai décidé de faire un point complet sur la capture connectée. Pourquoi ? Parce que dans une optique professionnelle de studio et en règle générale de publicité d'industrie, comme j'en ai fait un petit peu, comme Simon en fait tous les jours et comme globalement lui et moi en faisons majoritairement plutôt que du reportage, la capture connectée, c'est vraiment un point indispensable du logiciel de dérotisation aujourd'hui. D'autant plus que entre Lightroom et Capture One, selon moi, il y a réellement un gap en termes de facilité d'utilisation de cette capture connectée. La capture connectée est arrivée chez Lightroom il y a quelques versions. Et selon moi, elle n'a pas évolué depuis la première intégration. Elle reste assez instable, relativement lente et entre les fichiers qui se perdent en cours de traitement parce que le boîtier a soudainement été déconnecté et la complexité d'appliquer certains réglages d'une photo à l'autre automatiquement, pour moi, ça en fait un outil relativement inefficient et c'est très très compliqué, très très embêtant en fait quand on est en studio d'avoir son ordinateur qui se déconnecte toutes les 5 minutes. En plus de ça, Lightroom en capture connectée est relativement lourd à faire tourner, donc c'est un outil pour moi qui ne permet pas d'avoir la performance et l'efficience qu'on attendrait en étant en capture connectée. A l'inverse, Capture One est beaucoup plus performant à ce niveau-là. Le module de réglage est selon moi plus performant, on a accès à plus de possibilités de réglage directement depuis le logiciel. Il est beaucoup plus stable, les temps de chargement sont en règle générale plus courts. Je me base sur un ressenti, encore une fois je n'ai pas fait de mesure précise, mais je me base sur un ressenti de fichiers de 50 millions de pixels sortis d'un 5DS
qui ont été transférés via USB 3. Donc voilà, pour vous donner un petit peu mes bases de comparaison. En plus de ça, le module de Capture One permet de copier et de faire des recopies de paramètres que je trouve plus intuitives à faire, un petit peu plus faciles. Et quand on combine tous ces éléments-là aux éléments précédents de classification et de classement des fichiers, tout naturellement, j'ai tendance à préférer l'outil de capture connectée de Capture One qui, à la base, Capture One était un outil de capture connectée et selon moi, ça se sent bien. Il me semble que ce n'est que depuis la toute dernière version de Lightroom qu'on peut commencer, et encore sur certains boîtiers uniquement, à régler les paramètres de prise de vue directement sur l'ordinateur. Quand on est à côté de son appareil photo, on s'en fout un petit peu, on peut cliquer les molettes, ça pose pas de souci. Par contre, si on se dit je vais me mettre en capture connectée, percher mon boîtier à 4 mètres de haut au bout d'un clamp, prenez vos escabeaux et réglez vos boîtiers. Donc effectivement, le système de capture connectée de Lightroom s'améliore au fur et à mesure. Il reste encore, selon moi, beaucoup moins performant que celui de Capture One, parce qu'en plus de tout ça, on peut mettre l'instabilité chronique presque de Lightroom en capture connectée. C'est terrible. On peut avoir sur des shoots de 1 heure ou 2, quand ça se passe bien, 3 ou 4 déconnexions intempestives qui nous donnent obligatoirement à redémarrer le logiciel, débrancher, éventuellement redémarrer l'ordinateur. Enfin, c'est une sorte de micmac informatique qui est très très frustrant et je suis sûr que vous avez déjà tous expérimenté ça où on débranche tout, on redémarre tout, ça ne marche toujours pas et il faut faire les procédures dans un ordre précis pour que ça fonctionne. Donc c'est aussi le reproche qu'on peut faire à Lightroom et c'est pour ça qu'il n'est pas abouti et que le module de capture connectée de Lightroom est vraiment un ajout qui a été fait et que ce n'est pas à la base l'épine dorsale du logiciel depuis son existence. Maintenant, on va parler de la calibration colorimétrique de son appareil photo au sein de ces deux logiciels. Et ici, pour une fois, c'est Lightroom qui va avoir le point qui remporte les honneurs. Vous avez déjà dû remarquer que lorsque vous prenez en photo, alors en reportage ou dans n'importe quelle situation, même si vos balances de blanc sont correctes, même si vos réglages sont corrects, quand vous prenez en photo, on va prendre un cas d'école, une charte de couleurs composée de différents patchs, si vous regardez sur votre écran d'ordinateur, pas d'appareil photo, sur votre écran d'ordinateur, après avoir tout dématricé votre fichier et la charte, l'un à côté de l'autre, vous vous rendez compte que les couleurs, il y a des choses qui se passent et que ce n'est pas dû à une mauvaise calibration de votre écran, parce que je vous rappelle que vous avez bien calibré votre écran, parce que vous avez suivi le petit tuto que je vous avais fait il y a quelques mois. Je vous remets le lien juste en haut et dans la description. Donc, vous vous rendez compte que ce ne sont vraiment pas les mêmes couleurs, il y a le problème de teinte, de luminosité, de saturation également. Pour remédier à ce problème-là, et pour en fait annuler tout le traitement du signal qui est fait par le constructeur, vous devez passer par la calibration de vos fichiers. Cette calibration, elle se fait à l'aide d'une petite charte de couleurs. Simon passe la charte. Une petite charte de couleurs comme celle-ci. Ça, c'est une X-Rite, c'est la Color Checker Passport. Donc, c'est tout petit, c'est tout léger. Ça vous permet d'avoir d'un côté un gris pour une balance des blancs et de l'autre côté tous les petits patchs dont je vous parlais. Grâce à cette mire, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Vous allez pouvoir au sein de Lightroom, et Lightroom uniquement, avoir un petit module, prendre en photo cette charte, lui dire c'est une Color Checker Passport, placer les petits repères pour que les points de mesure se correspondent bien aux différents petits carrés que vous avez ici. Et ensuite, Lightroom automatiquement va gérer un profil de couleur qu'il va appliquer à toutes les photos suivantes, enfin, que vous pouvez, il ne va pas le faire tout seul, mais que vous pouvez appliquer à toutes les photos suivantes de votre prise de vue. C'est un avantage énorme parce que ce genre d'automatisme pour de la photo de produits notamment, je pense à de la photo de mobilier, comme Simon on a souvent à faire, qui demande, qui exige à avoir des couleurs justes, c'est un gain de temps énorme de passer par ce système-là. À ce jour, sur Capture One, il n'y a pas de solution aussi simple que celle-là. Il y a des solutions, mais qui nécessitent de passer par des logiciels tiers et de faire des manipulations qui sont très longues. Sur Capture One, il n'y a pas de solution aussi simple pour avoir des couleurs correctes comme ça. Et c'est le gros avantage de Lightroom à ce niveau-là, et c'est
la seule raison pour laquelle, sur ces shoots particuliers, Simon utilise encore Lightroom en capture connectée et souffre à chaque déconnexion et qu'il m'appelle en pleurs en disant « Il s'est encore déconnecté !» Donc voilà, tout ça pour dire que Lightroom, derrière son côté plus amateur, sans que ce soit péjoratif, et donc plus intégré, plus simple, plus tout inclus, permet d'être plus performant sur la gestion et sur la calibration de la colorimétrie lorsqu'on a ces petites charts X-Rite. Ici, vous avez une grosse version. Si vous avez acheté par hasard une Color Monkey, vous aviez dans la boîte fournie une toute petite charte qui correspond, me semble-t-il, juste à ce côté-là de la Color Checker Passport en carton, comme ça. Elle est prise en charge également et vous pouvez faire vos profils de cette façon-là. Alors effectivement, si vous voulez régler vos couleurs à la main, les deux logiciels permettent de le faire. Vous pouvez régler à la pipette en prenant en photo votre charte, en réglant à la pipette, en modifiant les couleurs pour atteindre la bonne valeur. Ce sera juste plus long, potentiellement moins précis, parce que globalement votre œil est moins précis qu'un programme informatique, en principe. Et que vous allez toujours jouer au jeu du chat et la souris entre Lightroom et Capture One. C'est-à-dire que Capture One va être un petit peu plus performant parce que va proposer un peu plus de réglages. Puis à la version de Lightroom suivante, hop, ils vont avoir rattrapé ce retard. Puis Capture One va réinnover un petit peu, ou c'est Lightroom qui le fera, et puis Capture One ou Lightroom rattrapera l'autre. Voilà, globalement, à ce niveau-là, il n'y aura pas de meilleur, ça dépendra de l'année à laquelle on fait cette vidéo, tout simplement. Tout ça pour dire que aujourd'hui, il n'y a pas de moyen simple sur Capture One pour utiliser une charte et générer automatiquement un profil qui sera adapté à votre scène en particulier. Comme je l'ai évoqué au tout début, pour pouvoir obtenir un fichier final avec toutes les modifications que vous avez faites, que ce soit dans Lightroom ou Capture One, il faut passer par une exportation ou par un traitement dans Capture One. Globalement, c'est la même action. Ça veut tout simplement dire tout appliquer et exporter le fichier dans un format donné, avec un espace colorimétrique donné, éventuellement une résolution et une définition donnée, avec un nom particulier, etc. Encore une fois, l'avantage va à Capture One. Pourquoi ? Les deux modules sont globalement très très similaires. Ça nous donne la possibilité de choisir exactement les mêmes options, parce que dans ce monde-là, il n'y a pas vraiment de petites particularités qu'on pourrait implémenter. Mais Capture One permet de faire une chose qui est très intéressante, c'est de pouvoir grouper les exports. On peut définir avec Capture One plusieurs règles qu'on cochera ou décochera suivant les exports qu'on veut faire. Et en un seul clic, tous les exports se lanceront en même temps. Alors que dans Lightroom, il faudra faire un réglage, l'exporter, faire un autre réglage si besoin, l'exporter, etc., etc. Donc on voit que si on a, admettons, 500 photos de reportage, qu'on veut en générer des TIFF et des JPEG pour des besoins différents, ou alors des JPEG full def et des JPEG basse def, on fait deux règles dans Capture One, on le laisse tourner, on s'en va, on va boire un café, on est bon. Dans Lightroom, on lance un export, il faut qu'on soit revenu pour lancer le deuxième. À ce niveau-là, c'est une petite perte d'efficience, mais globalement, si c'est que ça, à moins d'avoir besoin de faire très régulièrement des exports très compliqués ou multiples, ça ne constitue pas réellement un argument de choix. Tout ça pour dire que sur ce point-là, Capture One montre selon moi un tout petit peu plus de professionnalisme et d'efficience que Lightroom. Il ne faut pas oublier qu'au début, au final, Lightroom était un logiciel amateur. Il est sorti comme tel pour les amateurs pour que ce soit plus facile. Il s'est juste professionnalisé par petits add-ons avec le temps, mais on retrouve ancré dans Lightroom cet ADN amateur, si je puis dire. Chaque logiciel, que ce soit Lightroom ou Capture One, a son lot de petits raffinements qui permettent d'optimiser ou de faciliter certaines actions. Notamment, Lightroom, encore une fois de par son côté amateur, a des intégrations avec les services de publication en ligne beaucoup plus faciles que Capture One. On peut par exemple directement publier sur Flickr, je crois qu'on peut publier aussi directement sur Behance ou sur d'autres logiciels, sans compter publier directement sur son portfolio Creative Cloud, puisqu'aujourd'hui on a aussi cette possibilité-là. On a également un outil qui permet de faire des livres, on a des plugins des différents fabricants de livres directement dans Lightroom, etc. Donc, pour ces points-là, effectivement, il n'y a pas d'équivalent dans Capture One. Mais ça reste des utilisations qui sont au final très marginales et à moins que vous en ayez absolument besoin, ce n'est pas un outil, ce n'est pas une décision spécialement à prendre. Les deux logiciels permettent en revanche d'imprimer. Je qualifierais leur module de
corrects mais hautement perfectibles, puisque que ce soit l'un ou l'autre, ils automatisent certaines choses, notamment en termes de gestion de couleurs, et c'est hautement inefficient, pour ne pas dire autre chose, puisque pour imprimer, moi je vous conseille de passer en version pas chère entre guillemets par Photoshop directement, qui a un très bon module d'impression, ou directement par un RIP qui va vous permettre de traiter au mieux tous vos fichiers et les interpréter au mieux pour l'impression. C'était un peu long, je sais, c'était dense, il y avait beaucoup de choses à dire et encore on aurait pu faire beaucoup plus long en détaillant encore plus, en faisant plus de recherches. Merci à tous d'être restés jusque-là. Comme je vous le disais au début, on a traité que Capture One et Lightroom parce que ce sont les logiciels qu'on connaît. Il y en a évidemment plein d'autres qui font peu ou prou la même chose ou qui font des choses totalement différentes. Mais ça nous intéresse de le savoir. Quel logiciel vous utilisez? Pourquoi est-ce que vous avez choisi cela spécifiquement? Vous pouvez parler évidemment de Lightroom et Capture One. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit, et vous pouvez le dire en commentaire aussi, cet avis n'est pas figé dans le temps. Il correspond à un instant T avec une version donnée des logiciels. Donc, au fur et à mesure des évolutions, les logiciels vont évoluer également et se mettre à jour. Donc, n'hésitez pas à nous tenir un petit peu au courant de ce que vous aimez dans ces logiciels, de pourquoi vous les utilisez. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker si ça vous a plu, si vous connaissez des personnes qui se posent des questions qui sont tiraillées entre Lightroom ou Capture One, orientez-les vers cette vidéo et le monde leur paraîtra meilleur. À bientôt pour une nouvelle vidéo de Codec Photo. Salut!